Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux pour continuer cette séance de cours avec une nouvelle séance de séminaire, d'accueillir ici quelqu'un d'important dans l'étude de l'histoire littéraire française, qui est Martine Jay. Martine Jay, qui est professeur émérite de littérature française à Sorbonne Université, et qui est spécialiste, une spécialité rare et pourtant tellement utile si l'on veut comprendre la place, l'évolution des œuvres dans le canon en particulier, qui est spécialiste de la réception des œuvres littéraires dans l'institution scolaire, en particulier au XIXe et au XXe siècle, et donc spécialiste de l'histoire de l'enseignement littéraire, de l'histoire aussi de l'histoire littéraire, l'histoire littéraire redoublée. Alors Martine Jay a publié plusieurs livres en direction, dirigé des livres sur l'idée de littérature dans l'enseignement ou bien l'écrivain et son école, mais le grand livre qu'on retient et qui nous a tous, je pense, intéressés, que nous avons tous utilisé à un moment ou à un autre quand on fait une thèse sur l'histoire de la réception des œuvres en France au XIXe et XXe siècle, c'est ce livre qui est La littérature au lycée, invention d'une discipline, 1880-1925, qui est vraiment un très grand livre, un livre tout à fait fondamental dès qu'on veut savoir d'où nous viennent les œuvres, les auteurs que nous lisons parfois encore dans les manuels d'histoire, littéraire qui ont cours parfois, et peut-être plus tellement, dans l'enseignement même de la littérature à l'école et au lycée. Et je sais par ailleurs que Martine Jay prépare un livre que beaucoup attendent avec impatience, un livre sur Gustave Lanson, qui a été le grand maître de l'histoire littéraire, justement, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Donc nous attendons ce livre sur Gustave Lanson, et en attendant, et peut-être pour nous faire patienter, Martine Jay va nous proposer aujourd'hui quelque chose qui rentre totalement dans le sujet de ce cours sur les bibliothèques invisibles, sur la pensée à l'œuvre à l'intérieur des bibliothèques mentales, ces bibliothèques qui se construisent à l'intérieur de psychologie individuelle comme de psychologie sociale. Et c'est donc une intervention, une conférence sur la construction du canon scolaire et la construction de la littérature. Construire le canon scolaire, construire la littérature. Je vous donne la parole, chère Martine. Merci beaucoup, William, pour cette invitation et pour cette présentation généreuse. Alors, je commencerai par un passage de Souvenir d'une éducation manquée d'Ernest Lavis. Je cite : « Nous avons expliqué un très grand nombre de morceaux d'auteurs. Jamais un auteur tout entier, ni à 2 ou 3 exceptions près une œuvre entière d'un écrivain, un traité, un poème, une tragédie. Si nous étudions un long fragment comme un chant de l'Énéide, c'était par petits morceaux, sans jamais une vue d'ensemble. Sur les grands classiques, nous avions les vagues impressions de notre sensibilité et de notre jugement inexpérimenté. Ne connaissant à proprement parler aucun écrivain d'aucune littérature, nous ne pouvions nous représenter les différences entre les génies des peuples esthétiques. » Et plus loin, à peine restera-t-il quelques lambeaux misérables de leçons annonnées jadis, les premiers vers de la première églogue de Virgile ou de la tragédie d'Athalie, les premières lignes d'une oraison de Bossuet, 3 ou 4 truismes de Boileau, et c'est tout. Alors, ces propos ont été tenus par Ernest Lavis lors d'une conférence faite à l'École des hautes études sociales durant l'hiver 1902-1903. Cette évocation à charge se rapporte aux années 50 du Second Empire. Née en 1842, Lavis est entrée au lycée Charlemagne en 1955. Elle est donc faite à un moment, au début du XXe siècle, de profonds changements dans l'université, aussi bien dans l'enseignement secondaire que dans les facultés. De quoi nuancer, bien sûr, cette charge contre une école qu'on est en train de réformer en profondeur, on verra. Donc, selon Lavis, le lycéen n'a eu de contact qu'avec très peu d'écrivains, très peu d'œuvres, et le plus souvent sous forme d'extraits, d'où une masse conséquente d'invisibles dans l'univers scolaire.
Selon les souvenirs de la ville, certaines œuvres étaient interdites, à aborder hors des murs des lycées par des lycéens inexpérimentés, mais ravis d'aller vers l'interdit. Hors des murs des lycées, ou dans cet ailleurs, où sont reconnus bien d'autres écrivains. Parmi la masse innombrable de textes littéraires, de livres susceptibles de peupler les rayonnages d'une bibliothèque scolaire idéale, peu d'élus, peu d'écrivains jugés dignes d'être érigés en modèle, enseignés dans les classes, puisque tel est un des sens du mot classique, peu d'auteurs jugés dignes d'entrer dans le canon. Alors, bien sûr, on va parler de classement et on va parler de ces critères de choix. En tout cas, le mot canon renvoie à des pratiques religieuses. Le canon religieux est un ensemble fermé de textes sacrés, caractérisé par son unité, reconnu enfin par des instances qualifiées pour le faire. Conservons à l'esprit cette origine religieuse à rapprocher de la dimension religieuse également prise par la littérature en France plus tard, au moment de la laïcisation. Si l'on prend en compte maintenant l'étymologie, le grec canon renvoie à l'idée d'une norme, de règles. Le canon a force de loi. Il pose la question de la légitimité, de la consécration, ainsi que celle des instances de sélection, des critères de choix, en fonction de normes et de leurs enjeux. Il y a bien sûr plusieurs canons, celui des académies, en particulier de l'Académie française, celui des prix littéraires, celui des maisons d'édition, ou même de collections, celle par exemple des grands écrivains français, dont Dragos Jipa a analysé le processus de canonisation. La définition du canon scolaire le plus fréquemment donnée est celle-ci, l'ensemble des écrivains et des œuvres sélectionnées par l'institution scolaire, ainsi que celui des critères de sélection. Des listes encore, d'autres listes, des listes d'écrivains prescrits au programme des diverses classes de l'enseignement secondaire, figurant aux épreuves du baccalauréat et de l'agrégation. À un autre niveau, la sélection opérée par les auteurs des manuels, souvent beaucoup plus ouverte, reflet de choix individuels, mais dans le cadre de l'institution. Le terme morceau choisi est à commenter, il le sera d'ailleurs par Hugo, dans Choses vues, qui refuse cette castration. Les manuels définissent un bon usage de la littérature. Cet ensemble constitué des textes officiels, des programmes et rapports d'examen, des manuels, contribue en tout cas à construire un discours doxique. En réalité, au sein de l'institution scolaire, il y a plusieurs canons en fonction des publics visés. Celui de l'ordre secondaire diffère profondément de celui de l'ordre primaire, et celui de l'enseignement masculin diffère notablement de celui de l'enseignement féminin, créé en 1880 seulement, ainsi que de celui de l'enseignement spécial, créé par Duruy entre 1863 et 1866. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 canons, bien entendu. Il y a des points de convergence et des différences. Le canon scolaire n'est pas immuable. À travers le temps de 1803 à l'entre-deux-guerres, période de construction et de cristallisation de ce canon, il connaît des variations, des fluctuations, le plus souvent à la marge, puisque le centre, le noyau, résiste. Et il convient d'insister à la fois sur son historicité et sur ses liens avec le politique, avec la vie de la cité, de la nation, ses valeurs, ses enjeux. Durant cette période marquée par des révolutions et des changements de régime politique, s'opère ainsi une évolution de l'institution scolaire et tout particulièrement en ce qui nous concerne ici, une évolution profonde de l'enseignement des lettres, disons pour faire vite, des belles lettres au français, d'un enseignement de la rhétorique à un enseignement de la littérature fondé sur le commentaire des humanités classiques aux humanités modernes. Mais voyons l'institution scolaire comme instance de consécration. D'abord, il y a des instances, justement. Quelles instances? Et en fonction de quels critères liés aux usages scolaires et au public visé? Différentes commissions réunissent des acteurs de l'institution scolaire, inspecteurs généraux, professeurs de classe de rhétorique, professeurs des facultés ou membres du Conseil supérieur de l'instruction publique. Ces commissions sont censées être au service d'une institution dans l'intérêt de la nation française. Il y a aussi une commission des ouvrages classiques,
une commission des ouvrages scolaires. Et les manuels scolaires, dictionnaires et grammaires y compris, sont soumis à l'approbation de ces commissions. Donc, on voit bien, par exemple, quand on lit la circulaire adressée aux proviseurs en 1815, c'est-à-dire au début de la Restauration, et que je vous lis l'esprit dans lequel on travaillait à ce moment-là. Monsieur le proviseur, l'enseignement de la religion ayant pour base principale la connaissance des faits, messieurs les professeurs des collèges doivent concourir de tous leurs moyens à répandre cette connaissance parmi leurs élèves. Dans le dessein de donner à cette partie si importante de l'enseignement une marche plus active et plus sûre, la Commission vous recommande de mettre désormais entre les mains des jeunes gens, depuis les classes élémentaires jusqu'à celles du premier ordre, suivant les progrès de l'instruction, la plupart des livres dont voici les noms. Je ne donne pas la liste cette fois-ci, mais il y a, outre le catéchisme du diocèse de Paris et le catéchisme historique de Fleury, qui est l'un des best-sellers du XIXe siècle, entre parenthèses, il y a le discours de Bossuet sur l'histoire universelle et il y a les odes sacrées de Jean-Baptiste Rousseau, entre autres. Je lis la suite. Il est essentiel que chaque élève en fasse une étude suivie. Messieurs les aumôniers doivent expliquer tout ce qui est relatif au gnogbe, mais c'est à messieurs les professeurs qu'il appartient d'enseigner la partie historique. Vous voudrez bien donner à ces fonctionnaires l'ordre d'exercer tous les jours, ou au moins 2 jours l'un, les jeunes gens de leur classe sur cette branche d'instruction. Donc 1815. Mais les manuels, et en particulier les morceaux choisis, publiés en nombre à partir de 1880, donc après l'avènement de la République, comportent généralement la mention conformément au programme de l'enseignement secondaire, et cette conformité est vérifiée. Alors on trouve par exemple, c'est indiqué conformément au programme de telle et telle classe, et on se réfère donc explicitement à ces programmes. Là, il s'agit de morceaux choisis d'auteurs français de 1912, ce n'est pas du tout la première édition, mais Albert Cahen est un des manuels les plus utilisés dans le secondaire. Par ailleurs, les éditions qui présentent des textes expurgés, ad usum Delphini, sont la règle, pas ou peu d'œuvres complètes, non expurgées. Les manuels destinés à l'enseignement privé catholique, où sont scolarisés, il faut s'en souvenir, la moitié des lycéens, peuvent être publiés avec la mention « approuvée par l'archevêque de Paris ». C'est le cas, par exemple, de ce manuel de Bougeot, ou dans la librairie catholique, c'est le cas, par exemple, de ce manuel de Johanny d'Arsac. Donc, l'enseignement privé, la moitié, je le répète, des lycéens avaient ses propres manuels, en quelque sorte. Alors, c'est au début du XIXe siècle, avec toute l'œuvre napoléonienne, comme on le sait, que se construit, en même temps que l'organisation générale de l'enseignement public centralisé, un canon scolaire national. La première liste d'auteurs prescrits pour les programmes scolaires est publiée en 1803. Dans la suite de la création des lycées masculins, puisqu'il n'y avait évidemment pas des lycées féminins encore, destinés à former l'élite de la nation, je rappelle que cela concerne à peu près 5% d'une classe d'âge. Donc, elle est l'œuvre de la Commission des belles lettres, qui affirme là sa volonté de mettre à l'honneur la littérature française. Je ne vais évidemment pas citer chaque liste, mais celle-là a une importance particulière. Elle inaugure un programme national, elle le diffuse et elle institutionnalise le canon en le fondant sur des rapprochements qui légitiment l'étude de la littérature française. Dans les établissements scolaires où régnaient langues anciennes, la version essentiellement, les traductions, littérature latine et grecque et rhétorique, la littérature française était jusqu'alors quasi invisible. Il ne faut pas oublier cela. Cette association d'un auteur français à un auteur latin justifie pour les membres de la commission des belles lettres leur choix. Je cite : « Le même esprit a dirigé le choix des livres qu'on destine aux classes suivantes. Dans la deuxième, après la conjuration de Salluste, la conjuration de Venise par Saint Réal. Les révolutions romaines de Vertot sont placées près de Tite-Live. Dans la première, on admirera l'histoire universelle de Bossuet, plus majestueux que Tite-Live lui-même, quelques odes d'Horace et de Rousseau, Jean-Baptiste bien sûr.
des lettres de Pline le Jeune et de Madame de Sévigné sont mises en parallèle. La classe des belles lettres, enfin, doit embellir l'ouvrage de toutes les autres. On a mis l'Andrienne à côté du Misanthrope de Molière, l'art poétique d'Horace avec celui de Boileau, Tacite auprès de Montesquieu, le 7e chant de la Henriade au-dessous du 6e de l'Énéide, le petit carême de Massillon et les oraisons funèbres de Bossuet, non loin des plus belles harangues de l'orateur romain. Alors, on relève dans cette liste, cette première liste nationale, à côté des noms d'auteurs latins, des noms connus pour nous, connus déjà aussi pour les lecteurs, bien entendu, du XIXe. Molière, Voltaire, Boileau, Montesquieu. D'autres, moins connus aujourd'hui, Vertot, Saint-Réal. De ce premier ensemble, il faut retenir la volonté de hiérarchiser, déjà, puisque tout classement implique une hiérarchie, et là on le voit, l'histoire littéraire classe et hiérarchise, mais aussi de légitimer un auteur français par sa mise en parallèle avec un auteur latin. Ainsi, le noyau qui est donné là est fondateur, et il va en effet durer, si je puis dire. Alors, le voici avec, donc, constitué de 1803 à 1925. Alors, il y a deux colonnes avant 1880 et après 1880, c'est-à-dire en prenant cette date symbolique de 1880. Pourquoi symbolique? Parce que c'est la première fois qu'il y a une épreuve de français à l'épreuve du bac. Enfin, je reviendrai là-dessus. Donc, ce canon, quand on compare les deux colonnes, il n'est pas complet tout à fait dans le document que j'ai inséré là, mais on voit clairement que des changements d'importance à partir de 80, puisque le Moyen-Âge, le XVIe siècle, le XIXe siècle entrent dans ces prescriptions sans perturber pour autant la place du XVIIe siècle et celle relative du XVIIIe. Ce que Barthes appellera le classicocentrisme demeure central, c'est le cas de le dire, mais on a ajouté Montaigne, les poètes de la Pléiade, les historiens du Moyen-Âge, dans le souci de montrer les origines du roman national. Les écrivains du XIXe font leur entrée très timidement, en l'occurrence Lamartine et Hugo, et sans que soit accepté encore le roman. Il n'y a pas un seul roman dans ces premières listes, et ni d'ailleurs le théâtre romantique. Alors, à partir de 1880, certains écrivains disparaissent des listes. Ce sont des oubliés. Ils deviennent invisibles, témoins d'un autre temps et d'une autre conception de la discipline littéraire, trop proche de l'histoire, de la philosophie ou de la rhétorique. Rollin, par exemple, qui est en bas de liste, Fontenelle. Les sermonnaires voient également leur influence décroître. Bossuet demeure un modèle pour sa phrase, plus précisément pour son art de la période. Mais surtout, un autre XVIIe siècle, baroque, le mot sera utilisé plus tard, précieux ou burlesque, celui de Rotrou, celui de Voiture, celui de Gay de Balzac, par exemple, plus éloigné de la représentation qu'on entend donner du XVIIe siècle, comme siècle de Louis XIV, est mis au second plan ou disparaît. Cela signifie, et là je rejoins ce qu'on disait à l'instant, quelle pensée y a-t-il derrière ces choix? L'institution scolaire construit une représentation de la littérature qui lui est propre et qu'elle diffuse, mais qui lui est propre, en élaborant des artefacts par des choix qui sont aussi des rejets. Elle ne se limite pas à diffuser, à vulgariser des textes littéraires et les discours qui les accompagnent, elle construit la littérature par les choix qui sont les siens, ses usages et ses méthodes. Je cite, « Quelles sont les qualités communes à tous les écrivains du XVIIe siècle qui leur ont mérité le nom de classiques ?» Ce sujet a été donné au baccalauréat en 1883. C'est une question de cours qui crée une catégorie unique pour qualifier l'ensemble des écrivains du XVIIe siècle. L'image des siècles transmise aux lycéens se trouve ainsi considérablement réduite et parfois déformée, puisque qualité commune, certes, mais cette catégorie unique gomme toute différence. Autre niveau de sélection, les examens, notamment la composition française au baccalauréat.
à partir de 1880, surtout quand elle remplace le discours latin au baccalauréat. Alors, Fortoul l'avait brièvement introduite entre 1853 et 1857. Ce fut une brève parenthèse vite refermée à la suite de conflits entre traditionalistes, défenseurs des langues anciennes, et modernistes, défenseurs du français. Bien évidemment, les rapports de force, les jeux de pouvoir sont essentiels pour comprendre aussi ces choix. Donc, quand on regarde ces auteurs qui restent, qui demeurent, donc dans la parenthèse 1853-57 et 1880-1900, je corrigerai la vignette. Évidemment, on est frappé par la permanence des mêmes auteurs, modèle présent dès l'ère rhétorique et propre à inculquer des valeurs antagoniques, valeurs monarchiques ou républicaines, religieuses ou laïques, et à se prêter à d'exercices variés, amplification rhétorique ou dissertation littéraire. Autre constat, le caractère très restreint de ces choix, puisque la sélection privilégie un nombre fort réduit d'auteurs, mais ce n'est pas tout. Sur 1627 sujets proposés, comprenant un nom d'auteur, la moitié, c'est-à-dire 890, porte sur 5 auteurs seulement. 890 sujets sur 5 auteurs seulement. Donc Racine, 231 sujets, Corneille, 199, Molière, 178, La Fontaine, 149, Boileau, 133. Alors, il y a encore des auteurs latins, mais on compose sur ces auteurs latins en français, bien entendu. Alors, je passerai justement sur la sélection. C'est Virgile, le poète par excellence, 60 sujets sur 152. Et Homère s'impose également nettement, 52 sujets sur 137. Certains auteurs, Montaigne, Rabelais, Du Bellay, Diderot, Michelet, entrés tardivement à la fin du XIXe siècle dans les programmes de seconde ou de rhétorique, n'apparaissent que dans 1 ou 2 sujets. Ils pouvaient difficilement représenter des modèles d'écriture. Ils s'éloignent d'un modèle valorisé. Montaigne, Rabelais, Du Bellay sont des auteurs d'un siècle tardivement reconnus, dignes d'être scolarisés. Ils s'en éloignent par leur langue et par leur style. Diderot par le manque de composition de ses écrits. Ainsi, on voit bien que par les sujets de baccalauréat qui sont au plus proche des pratiques, on opère là encore une sélection très forte et en montrant par exemple dans les sujets proposant une comparaison entre un auteur antique et un auteur français, il arrive souvent que la comparaison vise à montrer l'infériorité d'une œuvre française. Par exemple, c'est le cas de l'épopée. Que manque-t-il à nos épopées du Moyen-Âge, telles que la chanson de Roland, pour pouvoir être comparées aux épopées anciennes? Et là, on voit bien que la supériorité des épopées anciennes ne saurait être mise en cause. L'analyse imposée ne peut que reconnaître la faiblesse de la chanson de Roland et son infériorité au modèle de genre. Ce sujet, comme tant d'autres, demande de justifier un présupposé, un jugement de valeur qui est déjà établi et qui devient toxique. Nous avons considéré jusqu'à maintenant des écrivains présents dans le canon. Mais la prise en compte des œuvres retenues permet d'en avoir une vue plus fine. Au sein de l'œuvre d'un auteur canonisé, un autre processus de sélection et de restriction n'en retient qu'une petite partie, laissant dans l'invisibilité et l'oubli des pans entiers de l'œuvre. Mais là aussi se manifeste l'historicité du canon. Je prendrai 3 exemples. Molière, Racine, Voltaire. Présent dès le début quasiment. Alors Molière tout d'abord, il est entré, je l'ai vu dans la première liste officielle en 1803, avec le Misanthrope. Il faut attendre la Troisième République pour que 3 autres comédies le rejoignent. 4 pièces en tout, le Misanthrope, l'Avare, les femmes savantes et Tartuffe sur une période d'1 siècle. Cela semble dérisoire. Bien évidemment, dans les manuels, on trouve des extraits d'autres pièces. Cela va de soi. Mais Molière n'était pas, pendant l'ère rhétorique, un modèle pour écrire. Son œuvre ne pouvait constituer un réservoir d'exemples à imiter. Il faut avoir à l'esprit les propos de Boileau. Son art poétique demeure encore tout au long du XIXe siècle au premier rang du canon
scolaire, parce qu'il permet justement de trier, de classer les œuvres littéraires pour ne conserver que celles qui paraissent conformes au bon goût d'abord. Il importe aussi de rappeler ce que Nisard écrivait de Boileau en 1854. Depuis près de 2 siècles, non seulement aucun gouvernement, mais aucun système d'enseignement ne l'a retranché des études nécessaires. Nous apprenons à lire dans ses ouvrages, nous en sommes imbus. Boileau est dans nos veines. On n'est pas libre en France de ne pas lire Boileau. On s'y trouve engagé avant l'âge où l'on peut le comprendre. Boileau, appelé, comme l'on sait, le codificateur du Parnasse. Était aisément identifiable un des critères à l'origine de cette sélection opérée dans l'œuvre de Molière. On l'a réduit aux grandes comédies, à une forme particulière de comique, celle qui autorise une lecture morale et psychologique. Le bas, le grossier, le vulgaire, le populaire, du moins ce qui est perçu comme tel, est difficilement accepté par une institution dont les fonctions principales sont d'assurer la moralisation, de diffuser des modèles esthétiques, des modèles d'écriture. Se trouvent donc de fait exclus la comédie-ballet et la farce, qui sont en rupture avec les normes admises. L'institution scolaire du XIXe la supprime, elle ignore, elle disqualifie, dans de nombreuses histoires de la littérature, tout ce qui s'assimile à la farce. Est-il besoin de rappeler ce qu'on peut lire toujours dans l'art poétique de Boileau, paru après la mort de Molière en 1674, dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe, je ne reconnais plus l'auteur du Misanthrope. La panthéonisation de Molière s'est opérée après l'avènement de la République par la construction d'un Molière idéalisé en lien avec les valeurs de la République. Et finalement, il est tenu pour le plus français des classiques. De tous les écrivains de notre XVIIe siècle, Molière est en effet peut-être le plus exactement, largement et complètement français. Plus même que La Fontaine, trop poète pour nous représenter. Le génie de Molière n'est que les qualités françaises portées à un degré supérieur de puissance et de netteté. C'est extrait de l'histoire de la littérature française de Gustave Lanson. Racine maintenant. Alors Racine fait partie d'emblée du panthéon des auteurs, contrairement à Molière. Il représente, selon le discours doxique, la quintessence du classicisme. Et cette reconnaissance a une longévité exceptionnelle. Sous l'ère rhétorique, on ne pourrait pas faire la liste, là aussi, des qualités qui lui sont attribuées. C'est la perfection absolue. Je cite, « Si l'on voulait réaliser par un nom l'idée de la perfection absolue dans la versification et le style, il faudrait nommer Racine. Justesse, élégance, soutenue, richesse et convenance, il a su réunir toutes les qualités disséminées dans les autres. Les plus beaux traits de Racine, ses plus sublimes pensées sont amenées avec tant de naturel, si bien fondues en son ensemble achevé que les yeux peu exercés ont souvent peine à les reconnaître. Il est d'abord retenu pour son œuvre religieuse, Athalie, Esther, mais aussi psaumes et cantiques spirituels. Présence bien explicable pendant la première moitié du XIXe siècle, présence qui s'étend néanmoins sur tout le siècle. Et c'est sa correspondance qui fournit le plus grand nombre d'extraits dans les manuels. Dans les manuels du secondaire, la correspondance atteint un effectif de 86 extraits. Je n'ai pas besoin de montrer. Athalie 72, Britannicus 58. Mais vous voyez que les hymnes, donc 27, cantiques spirituels 25, ce qui n'est pas rien. Et le discours de réception de Thomas Corneille est l'extrait le plus souvent donné dans tous les manuels, plus fréquemment donné. Donc les 3 graphiques que je vais passer maintenant, enfin avec celui-ci, permettent de visualiser les différences entre les diverses classes ou filières, puisque là on voit dans l'enseignement spécial, il y a effectivement encore la correspondance qui arrive en premier avec Athalie en second, mais dans l'enseignement, dans les manuels des classes de lettres, c'est-à-dire première et rhétorique, on arrive en tête, si j'ose dire, Andromaque et Britannicus, c'est-à-dire les grandes tragédies, grandes entre guillemets bien évidemment, les grandes tragédies que nous connaissons aujourd'hui d'ailleurs. Phèdre est peu présente, mais elle est quand même présente en classe de rhétorique. Alors Voltaire maintenant, autre auteur et fort intéressant pour comprendre justement ces évolutions. Il est présent en 1803, mais avec la Henriade.
L'épopée de la Henriade, un texte œuvre phare, un temps œuvre phare de Voltaire, est rapidement tombée dans l'oubli. Invisible, bientôt. Elle sera d'ailleurs très vite critiquée dans les manuels pour son éloignement des règles qui régissent l'épopée, règles définies à partir d'Homère et de Virgile, comme je l'ai dit. Une part de sa poésie est retenue dans les manuels, dont pour son théâtre, Mérope, Alzire et Zaïre. Retenue mais critiquée, en raison de l'engagement personnel du poète dans certaines pièces. Mais le Voltaire le plus reconnu au XIXe siècle, pendant tout le XIXe siècle, c'est le Voltaire prosateur, l'historien de l'histoire de Charles XII et du siècle de Louis XIV, et surtout celui de sa correspondance, c'est-à-dire modèle de style. Ces idées dérangent tout le XIXe siècle, toute l'université pendant le XIXe siècle est anti-voltairienne. Ces idées dérangent et sont reçues comme des attaques virulentes contre l'Église et la religion, mais plus encore que la dimension subversive de certaines de ces idées, c'est la difficulté à admettre la valeur d'une littérature au service d'une cause qui se retrouve dans maints jugements. La littérature doit rester pure de toute contamination par d'autres disciplines, y compris par la philosophie, ce qui est nouveau d'ailleurs. Aujourd'hui, Candide, Zadig et le traité sur la tolérance, rien à voir. Notre Voltaire à nous, si j'ose dire, est un autre Voltaire. Historicité du canon. En effet, le canon est une construction historique, bien sûr, qui promeut une partie d'une œuvre, mais en laissant invisible une autre. Les lycéens de la fin du XIXe connaissaient-ils Candide? Peut-être, mais pas par l'école. Alors, quels arguments avance-t-on pour justifier cette sélection? Sur quels critères repose-t-il? D'abord, un modèle de style, je dirais rapidement. Il renvoie à des critères projetés, bien sûr, sur les œuvres, parce que tout ça est un artefact, qualité que l'on s'efforce de trouver chez les classiques. Alors, essentiellement trois: clarté, pureté, harmonie. Par exemple, à propos de Racine, si Chaplin est oublié, si Racine se fait toujours lire, c'est que l'un repousse par son style rocailleux et que l'autre attire par une harmonie toujours soutenue. Principale qualité du style, la clarté, notion parfaitement idéologique. La clarté est l'objet de constantes louanges au point qu'on en fait une caractéristique nationale. Je cite: « La clarté consiste à ne laisser aucun doute sur la pensée, à la faire entendre tout de suite. Elle est le vernis des maîtres, suivant Vauvenargues. C'est la qualité maîtresse de la langue française, celle qui, jointe à des raisons historiques et politiques, en a fait la langue des relations internationales. Rivarol a dit avec raison, ce qui n'est pas clair n'est pas français. » Définissant l'identité française et en étroite filiation avec la clarté des littératures antiques, la clarté française s'oppose bien sûr à l'obscurité allemande. Autre qualité du style, le naturel. L'existence d'un canon littéraire relativement stable, fondement d'une culture commune, est associée à une conception essentialiste de la littérature et assimile l'universel au national. Je cite rapidement: « Le naturel n'est donc autre chose que la vérité générale, universelle, impérissable. Ce n'est plus Bossuet ou Fénelon, Corneille ou Racine, Molière ou La Fontaine qui parlent, c'est l'homme même. Tous les grands et tous les bons écrivains sont naturels. L'effort et l'exagération, les jeux de mots, l'abus de l'esprit, les recherches de l'éclat et de la finesse sont à part quelques oublis des maîtres ou quelques concessions faites au faux goût d'un siècle, le talent et le défaut des esprits médiocres. » Dans cette appréciation, on voit bien que l'accumulation de ce qui contrevient à l'idéal du style rejette nombre d'écrivains et impose à contrario ce qu'on valorise. Lourdeur, manque de clarté, expression forcée, métaphores accumulées ne correspondent pas à l'image que l'on entend former du bon goût. Utilisé comme contre-exemple, Hugo illustre ces erreurs. D'autres critères sont de l'ordre du politique. Les auteurs retenus remplissent une fonction d'identification culturelle, d'où l'importance des thèmes patriotiques et nationaux. Ils contribuent à la formation d'un consensus national. Je renvoie ici bien sûr aux travaux d'Anne-Marie Thiès sur ce sujet, en particulier sur son ouvrage « La fabrique de l'écrivain national ». La conception essentialiste de l'esprit national irrigue ouvrages scolaires et discours officiels bien avant l'avènement de la République. L'histoire de la littérature scolaire cherche à mettre en lumière l'adéquation entre les qualités nationales et les qualités propres à un écrivain. Pélissier, par exemple,
historien de la littérature, décrit ainsi à travers Boileau l'adéquation entre un modèle esthétique et l'esprit français. Ce goût inné de la mesure, de l'ordre, de la rectitude, cette prédominance de la raison, toutes ces qualités enchaînées par Boileau à des règles souvent bien étroites, sont un patrimoine de notre race. À travers les bouleversements politiques et les révolutions sociales, le fond même de notre génie reste intact. Les débats ou discussions se portent fréquemment après l'avènement de la République sur la question de savoir si tel ou tel écrivain peut éduquer le futur citoyen. En quel sens? Ainsi, on peut lire dans les instructions officielles de 90, dans une France encore marquée par la défaite de 1870, or jamais il ne fut plus urgent de former des générations saines, vigoureuses, toujours prêtes à l'action et même au sacrifice. Les professeurs banniront de leur classe tout ce qui, dans les œuvres contemporaines, sent la recherche, le sophisme, la prétention impuissante et maladive. Ils proscriront surtout, quel que soit le nom de leurs auteurs, les livres capables d'incliner les jeunes gens vers l'ironie et le scepticisme. Donc, pour Lançon, c'est la valeur éducative qui doit présider au choix. Alors, c'est ce qu'il développe principalement dans 2 articles. La place du XVIIe et du XVIIIe siècle et la place des différents siècles dans l'histoire littéraire. Et il compare les mérites respectifs du XVIIe et du XVIIIe en commençant par dire la chose suivante qui est remarquablement concise. C'est une absurdité de n'employer qu'une littérature monarchique et chrétienne à l'éducation d'une démocratie qui n'admet point de religion d'État. Il nuancera son propos ultérieurement dans l'article. En tout cas, autre critère, outre ces critères d'ordre politique, mais le suivant l'est également finalement, la moralisation, qui est un des objectifs primordiaux de tout le XIXe. Donc je passe là-dessus, mais en tout cas, on voit bien que c'est une réflexion que mènent les rapporteurs de commission, par exemple, et les commissions elles-mêmes, puisque Gustave Merlet se demande si ne pas inscrire d'œuvres contemporaines dans les programmes ne serait pas donner l'attrait du fruit défendu. Donc il vaudrait mieux les y inscrire, la lecture et les commentaires avisés du maître contribuant à amoindrir les dangers qu'il représente. Reste donc une masse conséquente d'invisibles. J'ai 2 points encore à donner, si je peux le faire. Le canon est masculin. Tout un continent est invisibilisé, celui des écrivaines. Seules 2 écrivaines sont présentes dans le canon, Madame de Sévigné et Madame de Lafayette. On peut s'étonner de l'absence de Madame de D'aulnoy à côté de Perrault. Outre des conteuses, il y a aussi des dramaturges. Des femmes ont en effet écrit pour le théâtre, Madame de Villedieu, Anne de la Roche-Guyon, Antoinette Desoulières, qui ont été jouées de leur temps. Des dramaturges aussi, bien sûr, les philosophes du XVIIIe siècle. Combien de femmes reconnues de leur temps? Question fondamentalement importante, je crois, qu'il convient de poser, aurait-elle pu incarner une autre idée de la littérature? Les manuels donnent certes quelques extraits d'autres épistolaires, Madame de Maintenon, etc., mais à la portion congrue toujours. Les histoires de la littérature, en revanche, sont assez peu loquaces. On peut citer le point de vue de Lançon sur Christine de Pisan, citation souvent citée d'ailleurs. Ne nous arrêtons pas à l'excellente Christine de Pisan, bonne fille, bonne épouse, bonne mère, du reste une des plus authentiques bas bleus qu'il y ait dans notre littérature, la première de cette insupportable lignée de femmes auteurs, etc. Alors je passe là-dessus, mais c'est très évidemment révélateur, même si il faut ajouter que ni Brunetière ni Doumic ne la mentionnent, et il faut ajouter aussi que Lançon combattit en faveur de la création d'un enseignement des jeunes filles. Autre continent invisibilisé totalement, les littératures étrangères. Dans l'enseignement masculin, pas de littérature étrangère, il y en a un petit peu dans l'enseignement des jeunes filles, l'enseignement spécial. Dans l'enseignement masculin, pas de littérature étrangère, en dépit de la naissance du comparatisme qui sera réservé à l'enseignement supérieur. Claude Fauriel est nommé en 1831 professeur de littérature étrangère au singulier à la faculté de Paris. Quels arguments sont-ils donnés pour refuser cette présence? L'argument le plus couramment invoqué est le risque de nuire au génie national et d'altérer l'esprit français.
Lançon prend la défense de l'enseignement des littératures étrangères dans le secondaire. Il le fait néanmoins avec des arguments peu convaincants d'une certaine manière. D'autres ont craint que le génie national ne s'altérât sous ses influences exotiques, crainte puérile. Ces influences sont trop incohérentes, trop peu convergentes pour être oppressives. Ce qui est en nous est proprement français, est inaltérable comme incommunicable. On ne saurait mieux dire la part du politique dans les choix en ce moment de cristallisation du canon. La place de ces écrivains au centre du canon est le résultat d'une construction collective et d'une sédimentation historique qui les érige en représentants de l'esprit français et de la culture française. Ainsi, les usages scolaires, alors fondés sur une pratique systématique de l'extrait, c'est presque un canon d'extraits. C'est une bibliothèque d'extraits. Par méfiance de la lecture d'œuvres complètes, et je crois qu'Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard ont bien montré à quel point on se méfiait de la lecture à l'école. Donc, les usages scolaires ont profondément évolué, des ajouts multiples, le roman bien sûr, la littérature contemporaine bien sûr, des écrivaines, des écrivains de littérature étrangère y compris, ont fait évoluer le canon, mais sans en altérer le cœur. Je vous remercie. Merci, cher Martin Jay, pour cet exposé remarquable qui nous fait rentrer vraiment dans la fabrication même du canon scolaire, mais aussi qui a tellement d'écho avec ce qui se passe à l'intérieur des bibliothèques, parce qu'il y a énormément de parallèles que l'on peut dresser entre la situation scolaire et l'organisation même des bibliothèques, qui aussi témoignent par exemple, la présence, nous en parlions tout à l'heure, de la théologie comme l'une des grandes branches du savoir. Et là, on voyait qu'au moins dans le canon, le premier canon du XIXe siècle, effectivement, les auteurs religieux d'homélie, les grands pasteurs, les grands prêtres, auteurs de sermons, jouaient un rôle fondamental qui ensuite s'est peu à peu effacé. Donc il y a vraiment d'énormes parallèles que l'on peut faire. Je trouve que dans ce que tu as dit, en particulier sur la dimension d'évolution même de la littérature, de la notion de l'idée de littérature, de l'idée de littérature. Il y a là des choses tout à fait fondamentales et qu'on retrouve dans les bibliothèques. C'est des choses que je pense explorer dans les séances prochaines, en regardant plus précisément certains catalogues de bibliothèques qui disent beaucoup sur la notion même de littérature. Et ce qui m'a frappé, et sur quoi tu as beaucoup insisté, c'est sur cette omniprésence de la correspondance et des lettres des écrivains, qui ont, il faut le dire maintenant, me semble-t-il, en grande partie disparu. Enfin, l'idée que Racine soit représenté surtout par ses lettres et non pas par ses tragédies, ça paraît presque aberrant rétrospectivement. J'imagine peut-être parce que les lettres venaient toujours en contrepoint d'extraits de tragédies qui, eux, étaient plus... peut-être qu'effectivement, il y a peut-être un problème statistique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs extraits de tragédies, et en fait, les lettres forment il y a toujours des lettres, donc il y a une sorte de regroupement. Il y a à la fois plusieurs tragédies et puis les lettres. Donc, c'est fait qu'on a l'impression que les lettres sont on atomise Voilà, ça atomise en quelque sorte le système. Donc, il y a peut-être un effet, l'idée de... Il y a une autre explication, c'est tout à fait exact. Il y a peut-être une autre explication, c'est que on fait écrire beaucoup de lettres. C'est ce que... D'ailleurs, vraiment, d'ailleurs, l'histoire littéraire passe par l'écriture de lettres. Madame de Sévigné va voir le Cid, elle écrit à sa fille et rend compte de la représentation. Voilà le sujet. Donc, par là même, la lettre était un texte vraiment vivant, pratiqué. Et puis on écrivait des lettres d'ailleurs. Bon. Donc je pense que ça vient aussi de là.
Mais moi, ce qui me frappe davantage, c'est plutôt la part des textes religieux qui demeurent, y compris après 1880. Alors, effectivement, tu le disais à l'instant, il y a cette idée d'une rhétorique utilitaire. Ça, c'est très, très important. En fait, l'école a quand même pour vocation de former des gens, des citoyens, mais aussi, surtout, je dirais, des bourgeois, des gens qui soient capables d'avoir une fonction dans la société, une fonction utilitaire, sachant écrire des lettres, sachant éventuellement faire des discours, d'où l'importance des discours, des homélies. Et on a là un débat qui, on le sait, a une dimension encore tout à fait contemporaine. Il y a encore une quinzaine, vingtaine d'années, il y a eu une réforme dans l'enseignement de la littérature, menée précisément par des spécialistes de littérature qui étaient des spécialistes du XVIIe siècle, je pense à Alain Viala, et où il s'agissait de revenir à un enseignement plus rhétorique de la littérature, permettant aux élèves de pratiquer et de trouver directement dans les œuvres qu'ils lisaient des modèles pour la propre pratique littéraire. C'est vrai que l'écriture de lettres était le sujet qu'on donnait vraiment, enfin, on voit ça dans narration, oui. C'est l'écriture littéraire, en fait. Oui. Oui, et c'est vrai qu'il y a... il faut penser aussi à certains propos de Genette qui dit que la formation que donnait la rhétorique était aussi une formation très efficace pour les écrivains eux-mêmes, puisque en fait on apprenait par là beaucoup plus à écrire qu'on ne le fait aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui on apprend à faire des commentaires, mais l'écriture proprement dite est beaucoup moins travaillée en elle-même. Tu le disais aussi à l'instant, la dimension des auteurs religieux était très présente, ce qui est très compréhensible sous la Troisième République. Sous le Second Empire, excusez-moi, oui. Et qu'il est un peu moins, mais on voit que leur part diminue au fur et à mesure qu'on entre dans une Troisième République plus républicaine et radicale, en quelque sorte, par rapport à la première Troisième République, qui reste encore, en fait, d'obédience assez monarchiste, en vérité. Et il me semble que moi, j'avais toujours un peu l'idée, alors c'est vrai que tu as cité Lançon qui s'interroge sur l'utilisation d'une littérature monarchique pour éduquer des citoyens de la République, mais je me suis toujours dit que peut-être quand même l'omniprésence et le fait que Bossuet soit encore très présent dans l'enseignement sous la Troisième République. Il y avait l'idée, alors bien sûr, il y avait l'idée de la rhétorique utilitaire de Bossuet, c'est quand même un grand orateur qui peut être utile même quand on est à l'Assemblée nationale pour faire un discours. Mais je me suis demandé s'il n'y a pas non plus, mais peut-être que je me trompe, une idée de sorte de réconciliation nationale. Réconciliation nationale autour du canon, qui permet par la promotion des classiques, et en particulier d'auteurs religieux, mais qui ont une capacité rhétorique exceptionnelle, de permettre aux monarchistes, aux républicains d'avoir un canon commun, qui serait le canon de la nation. Oui, alors on peut utiliser le terme réconciliation, on peut aussi utiliser un autre terme, alors moins positif, disons, c'est le mot compromis. Dans la mesure où il y a des rapports de force qui sont... La République naissante n'est pas si établie que ça, n'est pas si forte que ça, et les forces monarchiques sont importantes, l'enseignement privé catholique est important, et il représente évidemment un poids considérable. Donc il faut trouver en effet un juste équilibre. Donc à la fois réconciliation et compromis. Donc de fait, le canon s'est construit comme ça. Ça c'est sûr. Oui. Est-ce qu'au moment, justement, restant sur cette question-là, est-ce qu'au moment de la séparation de l'Église et de l'État, est-ce que ça coïncide avec des réformes sur le programme, par exemple, sur
la place des écrivains? Ou est-ce que c'est totalement assez déconnecté, en fait, cette question-là En fait, relativement, oui, parce qu'il y a eu la réforme de 1902, qui est une réforme structurelle. Les programmes eux-mêmes, il y a eu, bien entendu, l'apparition de nouveaux manuels de morceaux choisis, mais en revanche, il faut savoir qu'en 1925, il y a un retour en arrière. Donc, on a souvent on retrouve un mouvement de balancier qui fait que à une réforme de structure profonde ne suit pas nécessairement une réforme dans le programme des auteurs analysés. Et alors, bien entendu, là, je parle des programmes, mais il faut voir, encore une fois, les manuels, parce que les manuels offrent une ouverture bien plus grande. Et ce que nous avons fait, parce qu'en fait, là, il y a une partie du travail qui est un travail d'équipe, de chercheurs et d'ingénieurs, puisqu'on a numérisé des manuels, on a numérisé des tables des matières. On voit bien que dans les manuels, on a une ouverture plus grande et disons qu'en 1902 aussi, on voit arriver un certain nombre d'auteurs qu'on n'étudiait pas auparavant. Les programmes eux-mêmes, non, pas tellement, par contre, n'évoluent pas tellement. Et en 1905, on revient vers... en fait, il y a un retour je dirais, du côté très... avant, vraiment du début de la République. Ce que tu montrais fort bien également, c'est la variation de la place des auteurs en fonction des époques, la remontée de Voltaire, qui était absent dans le premier, du premier canon. Alors la place énorme occupée par Boileau dans le canon, alors que maintenant Boileau a totalement disparu. Enfin, on avait mis en quelque sorte le législateur du classicisme français au cœur du système, mais j'ai l'impression que sa place a beaucoup baissé dès les années 20, 30, 40. Alors, un souvenir de lecture que j'ai, c'est un roman des années 50 qui a été un best-seller de son époque, qui est le Naïf aux 40 enfants de Paul Guth. Donc il raconte une sorte de... Je ne sais pas si c'est une autofiction, une biographie romancée, ça raconte l'histoire d'un professeur de lettres, un jeune professeur de lettres qui vient de réussir l'agrégation, et il envisage, pour ses premières années d'agrégation, de commencer une thèse de lettres, et de faire une thèse de lettres sur Boileau. Je ne sais plus si sur le satire ou les épîtres, etc. Il le dit à l'inspecteur général, au président du jury de l'agrégation, qui le félicite de choisir de faire une thèse de Boileau, parce que plus personne ne s'intéresse à Boileau. On est dans les années 50. Dans les années 50, déjà, Boileau était une valeur de l'ancien temps. Et c'était vraiment montré comme très, très, très poussiéreux. Donc je ne sais pas peut-être de quel moment Boileau a disparu du circuit, sans doute, je pense, après la Première Guerre mondiale, comme ça. Il faudrait voir il faudrait regarder d'un peu plus près la gare des Michards, par exemple. Ça, c'est une étude à faire sur la gare des Michards. Parce que la gare des Michards est en droite ligne l'héritier de cette période, en réalité. Alors, Boileau y occupe une place importante. Quelle place occupait-il dans les classes? Ça, c'est autre chose. On comprend bien que ce qui a été présenté là n'a pas à voir avec la pratique. C'est-à-dire, c'est la construction d'un canon et du discours doxique qui l'accompagne. Bien des éléments se retrouvent dans la gare des Michards. Se retrouvent-ils dans les discours tenus des enseignants? Ça, c'est encore autre chose. D'autant que la formation universitaire, bien évidemment, les savoirs universitaires, de leur côté, ont beaucoup bougé. Je parlais à la fin de l'exposé des littératures étrangères. Ça, évidemment, je crois, le fait que ça entre dans le cursus universitaire a concouru à l'introduction des littératures étrangères au lycée maintenant, par exemple. Alors qu'à l'époque, c'était dès 1831, c'est-à-dire très tôt. Faurial, c'est très tôt quand même. Et cette fermeture, elle est justifiée par la peur d'une altération, c'est-à-dire vraiment la peur de l'autre, au sens fort du terme.
Et on voit à quel point donc, cette constitution d'une littérature scolaire, quelque part, se fondait aussi sur une frayeur. Dans les textes officiels, on parle beaucoup de danger, préserver la jeunesse, etc. Et c'est quelque chose qui est assez qui est présent en fait. Hein, et du coup, on fait front contre, alors évidemment contre l'Allemagne, du coup contre le romantisme. Hein, ça c'est une des explications, mais pas la seule. Le romantisme allemand et donc le romantisme français, qui a été très très longtemps dans les invisibles quasiment, ou plus exactement dans les invisibles à l'école. C'est-à-dire qu'on a une bibliothèque scolaire dont les rayonnages, d'abord, sont emplis plus d'extraits que de livres, et ensuite comprennent vraiment des manques de ce qui a constitué ultérieurement une culture commune fondamentale, le romantisme par exemple. Ce que tu dis sur la place ou l'absence de place donnée aux littératures étrangères m'interroge beaucoup parce qu'il se trouve que dans les années, au tout début du XIXe siècle, vers 1815-1816, était sorti un manuel de Noël et Chapsal, hein, les grands, oui. Un cours de littérature comparée, en plusieurs volumes, cours de littérature comparée, chaque volume étant constitué d'extraits. Alors il y avait de littérature latine, grecque, et d'autres littératures étrangères modernes. Alors, la collection n'a pas été poursuivie, mais alors je ne sais pas quel a été le succès, quel a été l'usage de ce cours de littérature comparée. Est-ce qu'il a été vraiment pratiqué dans les écoles et les lycées? Mais c'est assez étonnant. On a l'impression qu'il y a peut-être, par rapport à ce qui se passait au début du XIXe siècle, une sorte effectivement, de réintégration de l'enseignement littéraire à l'intérieur d'une, osons le mot, d'une identité nationale beaucoup plus affirmée, parce qu'on n'avait pas peur de ça. Enfin, c'est un enseignement qui n'a pas peur des essences nationales, de l'identité nationale, alors que peut-être au début du XIXe siècle, il y avait de cette manière plus d'ouverture à une altérité. Il faut penser à Madame de Staël. Il y a eu d'ailleurs Madame de Staël qui a joué un rôle extrêmement important aussi. Hein. Oui, peut-être, oui. Et du reste, est-ce qu'il y a des... Alors, c'est une manière aussi d'élargir la problématique. Y a-t-il des études comparatistes de la place de l'enseignement de la littérature dans les différents pays européens, par exemple? Hein, oui. Parce qu'il me semble qu'il y a là quelque chose... C'est évidemment très, très important. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on voit apparaître des différences intéressantes. Enfin, y compris, par exemple... les exercices que nous pratiquons, l'explication de texte est franco-française. Il n'y a pas d'explication de texte. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas d'explication de texte telle que nous la pratiquons. Il n'y a pas de dissertation non plus. Il y a plus un essai avec une subjectivité assumée beaucoup plus grande. Là, l'effacement de l'auteur, élève-auteur, celui qui écrit, est terrible avec la dissertation. C'est-à-dire que, quand il y a beaucoup de choses sur la comparaison, oui, bien sûr. Oui, c'est tout à fait passionnant. Bien sûr, oui. Il y a beaucoup de... C'est plein d'enseignements, bien sûr. Avec aussi la difficulté pour la littérature française de trouver un champion. Tu en as parlé, c'est-à-dire que les autres grandes littératures européennes ont tout un champion à qui elles s'identifient assez facilement. La littérature italienne, c'est Dante, allemande, c'est Goethe, l'Angleterre, c'est évidemment Shakespeare. Et en France, il y a eu du mal à trouver. Et Molière, finalement, a été le bon candidat pour... Mais plus tardivement. Très tardivement, c'était très, très compliqué. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment imposé encore totalement. Enfin, les choses ont changé depuis. Enfin, je veux dire, il y a des discours sur qu'on trouve tout au long du XXe siècle sur le fait que, précisément, la littérature française est une littérature qui n'est pas centrée autour d'une œuvre, d'un auteur, mais qui a plusieurs grands œuvres. C'est une manière de sauver, en quelque sorte,
le système littéraire français par rapport à ses concurrents européens, si je puis dire. Ouais. Mais c'est assez la recherche du champion. Alors, il y a la place des femmes dont tu as parlé. Dans les premières statistiques que tu as montrées, Madame de Sévigné était apparaissait quand même en bout de classement. Après, elle disparaît totalement, peut-être parce qu'il y a d'autres auteurs qui. Oui, elle apparaît 2 fois dans des. Non, il y a et puis alors dans les textes officiels, enfin dans les programmes officiels, elle apparaît que 2 fois. Dans les manuels, elle apparaît bien sûr plus souvent. Avec d'autres femmes dont j'ai cité les noms. Oui. Mais c'est vrai que, quand je disais le canon est masculin, c'est évident, quoi. Alors, il faut dire que l'enseignement est masculin aussi. Hein, oui, l'enseignement était masculin, de fait. Donc, oui. Pas de mystère. Hein, on est vraiment dans une société totalement patriarcale. Oui. Et qui l'assume totalement. Et l'enseignement féminin a constitué un laboratoire intéressant d'ailleurs, parce que précisément dans l'enseignement féminin, on lisait des œuvres étrangères aussi. Hein. Et comme on ne faisait pas de latin, on enseignait le français par le français. Il n'y avait pas le truchement de la langue latine. Donc en ce sens, et Lançon y a participé précisément pour cette raison. C'est-à-dire que ça a été, sinon une avant-garde, du moins un modèle qui aurait pu permettre des innovations. Le problème, je ne sais pas si on peut dire que c'est un problème. Donc, à partir des années 20, il a rejoint évidemment l'enseignement masculin, ce qui paraît tout à fait normal en même temps. Mais la spécificité de l'enseignement féminin y a perdu d'une certaine manière. Mais oui, c'est un monde masculin. Alors, d'où d'ailleurs, je crois qu'on peut le dire, le mérite, entre guillemets, des professeurs, femmes, dans cet univers, donc formés par l'École normale de Sèvres, qui allaient, d'ailleurs, qui ont eu des vies complexes parce qu'elles allaient en province seules. Enfin, il y a d'ailleurs des récits de femmes professeurs nommées en province qui sont assez intéressants sur ce plan-là. Mais ce qui importe là aussi, c'est de voir que, alors que des femmes ont été consacrées au XVIIe, ont eu une aura, ont été des dramaturges joués, des salons féminins, enfin c'était quand même, ça avait une certaine importance, les philosophes au XVIIIe aussi. Tout ce monde-là n'a pas été reconnu par l'école. Le monde des femmes qui n'était pas reconnu, enfin l'écriture des femmes, et puis aussi tout ce qui était entre guillemets l'avant-garde poétique. Oui. C'est un autre débat que tu n'as pas évoqué, mais on peut l'évoquer juste pour finir, pour terminer. C'est le débat sur la place de la poésie, de quelle poésie dans les manuels littéraires. Alors j'avais beaucoup appris en lisant ton livre La littérature au lycée, puisque j'en avais ensuite reparlé dans ma thèse, sur la question de la place de Baudelaire dans les manuels littéraires. Alors c'est un débat qui a lieu au Parlement plus tard, à la fin des années 10, au début des années 20, enfin 1910-1920. Et parce qu'en fait, pour dire les choses brièvement, le canon s'arrêtait très tôt. Il y avait un seul auteur. Enfin, Baudelaire n'apparaissait pas dans le canon. Il était considéré comme étant un auteur un peu immoral et assez diabolique et pervers, donc il n'avait pas sa place dans l'enseignement scolaire. En revanche, le seul, dans le grand manuel de René Doumic, autant que je me souvienne, qui était un manuel qui avait le plus de succès à l'époque, quand même, dans les chronologies de la poésie, le dernier recueil poétique qui était mentionné, c'était les trophées de Heredia. Donc Heredia a été considéré comme le seul auteur canonique le plus récent, mais toute l'école baudelairienne, en quelque sorte, de l'évolution de la poésie française, avait été totalement laissée de côté. Et ça a fait scandale, c'est ça qui est amusant, ça a fait scandale quand même à l'Assemblée nationale même, dans les années 1910. Il y a eu une mise en cause des manuels, d'ailleurs, dans les années 20,
menée par Van der Heim, mais et puis il y a nombre d'écrivains qui se sont bien sûr dressés. J'ai cité Hugo, mais il y en a beaucoup d'autres, Vallès évidemment. Pour les poètes, il y a Jean-Baptiste Rousseau, qui a une influence assez grande dans le premier 19e, enfin avant 80, donc en tout cas, lorsqu'on faisait écrire des poésies lyriques aux élèves. Et sinon, Lamartine et Hugo, alors Hugo, ce n'est pas le théâtre, hein, ce sont bien sûr, c'est le Hugo grand-père, hein, c'est la poésie, Lamartine aussi, bien sûr, mais ultérieurement Vigny également, c'est-à-dire que c'est cette poésie-là hein, qui est soigneusement sélectionnée elle aussi. Hein. Mais de toute façon, la poésie contemporaine du 19e, je veux dire, est très peu travaillée, comme le roman qui entre timidement, parce que c'est quand même incroyable, le roman c'est quand même le genre important au 19e, enfin, qui est connu par la presse, beaucoup plus que par l'école. Il y a dans les manuels, là encore, bien sûr, il y a des extraits de Stendhal, il y a des extraits de Balzac, il y a des extraits essentiellement d'ailleurs, de Flaubert, oui. Mais ils ne sont pas reconnus en tant que tels par la présence de leur nom dans un programme. Et c'est toujours sous la forme d'extrait, encore une fois. C'est ça qui est, je crois, très important. Parce que la lecture telle que nous la connaissons est une chose récente à l'école, je veux dire. C'est-à-dire, tu peux... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on étudie des œuvres complètes, donc on fait lire des œuvres complètes. En même temps, il est difficile de faire lire, je ne sais pas moi, Les Misérables, c'est très long. Ou, non, bien sûr. Je pense que l'extrait est une anthologie. L'extrait est effectivement un moyen d'entrer dans l'œuvre. Oui. Sinon, on ne peut étudier de Voltaire que Candide, ce qui est formidable. Mais c'est un peu dommage de se restreindre à des textes courts alors qu'on pourrait avoir affaire à des romans plus longs, mais des textes plus longs. Enfin, voilà, je trouve que vraiment tu ouvrais des portes, des pistes de réflexion tout à fait passionnantes et qui ont d'énormes parallèles avec ce qui se passe en fait dans les bibliothèques. Ne serait-ce que prendre la place du roman dont tu parles, c'est quelque chose qui est très présent dans les exemples que nous verrons. Enfin, très présent, je veux dire, cette place problématique du roman dans des bibliothèques qui sont organisées parfois par genre, et où évidemment qui ne réservent aucune place à ce genre-là. Et donc, on voit là comment le canon scolaire ou les bibliothèques, le canon scolaire étant en quelque sorte la partie invisible des bibliothèques, comment il, en quelque sorte, exprime une représentation du système de la littérature, de l'idée de littérature, et donc sont foncièrement idéologiques, alors même qu'ils prétendent souvent être tout à fait neutres et impartiaux. Merci infiniment, Martine Jay, pour cette très belle exposé. Merci, William.